RFM matin, il est 7h. Tout de suite, le journal Ismaïla Kamara. Bonjour. Bonjour, Babacar Fall. Et voici les titres. Les cours dans des collèges et lycées du pays ont ralenti et pour cause. Le QSEMS observe un débrayage ce matin. Ses membres exigent du gouvernement le respect des accords signés avec les syndicats de l'enseignement. La tenue de la présidentielle en 2017 et la disqualification du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, du processus électoral. C'est la demande formulée par le parti Réumi Djidis Sek pour un scrutin libre et transparent. 80 élèves, c'est désormais le nombre d'élèves que doit avoir chaque classe. La mesure se trouve dans une circulaire du ministre de l'Éducation nationale, Serine Beika. Le SAEMS-QSEMS y oppose un niet catégorique. Sur les 150 députés de l'Assemblée nationale, beaucoup sont analphabètes et cela a des conséquences sur le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est le focus du jour. Babacar. La seconde partie de cette édition, le journal des sports présenté par Malal Junior Gagne. Et puis nous sommes mercredi, le dossier du jour, dossier économie à suivre. Dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, à la une, l'éducation avec ses perturbations ce matin dans les enseignements avec un mot d'ordre du syndicat QSEMS. Voilà, le syndicat QSEMS qui va observer un débrayage, Babacar, c'est à partir de 10h. Les enseignants du moyen secondaire réclament le respect des accords signés par le gouvernement, mais aussi le paiement des indemnités du bac. Écoutons le chargé des revendications du QSEMS, il s'appelle Aliou Ning, il est interrogé par El Haj Djogoudjen. Aliou Ning. Nous avons été au bac en juillet dernier, il y a 5 mois de cela. Nous attendons toujours de rentrer dans nos fonds, car nous avions été au bac par nos propres moyens et nous avons été dans tous les coins qui existent pour permettre à des fils de ce pays-là d'obtenir des bacs par nos moyens, par nos mobilisations bien sûr, mais également par notre patriotisme. Il a été dit qu'après, n'est-ce pas, ces examens, nous allions rentrer dans nos fonds très rapidement. Mais malheureusement, la date butoir même qu'ils nous avaient fixée, qui se trouvait être le 30 novembre de ce mois-ci, n'a même pas été respecté. Nous avons dit que cela est inacceptable, car après donc un service fait, il est évident qu'il faut être payé. Cela n'a pas été le cas et c'est une habitude de ce gouvernement-là. L'autre aspect, c'est le non-respect des accords. Les accords que nous avions signés avec le gouvernement du Sénégal en 2013, pour lesquels nous avons également organisé la grève de l'année dernière, restent encore à l'État. Ceci quand même est inquiétant. Et nous nous sommes dit que si un gouvernement n'est pas capable de payer des indemnités de bac, qui ne sont que des miettes, nous nous posons la question de savoir si véritablement ce gouvernement sera apte à payer aux enseignants aujourd'hui des rappels qui s'élèvent à plus de 26 milliards. Nous allons planifier d'autres actions pour effectivement contraindre le gouvernement du Sénégal à résoudre nos problèmes. On ne peut pas rester ici à revendiquer des problèmes depuis 3 à 4 ans sans pour autant obtenir des solutions. Aliou Ning, le chargé des revendications du QSEMS. Le SAEMS-QSEMS va à l'encontre d'une circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Celle-ci fixe le nombre d'élèves dans les salles de classe à 80. Son secrétaire général Mamadou Lamine Dianté au micro de Midi Marandiaï. Il a sorti une circulaire pour demander à tous les chefs d'établissement de constituer des classes avec des effectifs d'élèves de 80 par classe, du CI à la terminale. Que tant que l'effectif ne dépasse pas 80, on n'a pas le droit de scinder la classe en deux. Si c'est un ordre, nous ne respecterons pas cet ordre-là parce que nous ne sommes pas en service commandé. Nous sommes des enseignants. Et nous allons refuser d'exécuter cet ordre-là et nous encouragerons les enseignants à refuser d'exécuter cet ordre. Nous encouragerons les élèves à refuser de rester à 4 portablement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et avec cette circulaire-là, évidemment, la qualité va déserter nos classes. La journée internationale contre la corruption, elle est célébrée ce mercredi 9 décembre. La prévention doit être de mise selon l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Dans son programme 2015, l'OFNAC cible les enfants et le milieu scolaire. Sidi Seck est le chef du département prévention et mobilisation de l'OFNAC. Il est au micro de Ndate Diop. Dans le programme d'action de 2015, un certain nombre d'activités ont été organisées en milieu scolaire, dans le secteur privé, dans le secteur informel. Il y a plusieurs secteurs qui étaient touchés, mais particulièrement le milieu scolaire. Parce que comme vous le savez, pour construire durablement, il faut construire avec les enfants. Et c'est conscient de cela
que nous avons concocté un programme de sensibilisation adressé à 16 établissements. Mais comme vous le savez, l'école, c'est la pédagogie. Il ne s'est pas agi d'aller devant les enfants pour leur parler. C'est bien de leur parler, mais la manière de leur parler importe également. C'est pour cette raison que nous avons invité une troupe de théâtre, les Espoirs de la banlieue, qui ont une forme théâtrale assez particulière, assez singulière, pédagogique. Et c'est avec cette troupe-là que nous avons fait une tournée au niveau de ces établissements scolaires pour parler aux enfants des méfaits de la fraude, des méfaits de la corruption. Et ce sont ces mêmes élèves-là que nous avons invités. Nous attendons 1100 élèves qui viennent de 16 établissements scolaires. Et le point de départ, c'est le Grand Théâtre. La caravane part du Grand Théâtre, passe devant le siège de l'OFNAC pour permettre à Madame la Présidente de marquer la solennité même de l'événement. Maintenant, arrivé à Sorano, il y aura des animations artistiques, culturelles et un plaidoyer. Un plaidoyer sur le thème « J'aime mes enfants, je les prépare à faire face à la corruption ». En plus bref, l'enquête sur la profanation du cimetière de Pikine avance. Le fossoyeur Sarning pourrait être déféré au parquet aujourd'hui. Il est placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Pikine depuis vendredi. Hier, le commissaire de police de Pikine a procédé à la reconstitution des faits. 3 des 4 tombes ouvertes ont été localisées, les corps identifiés, les corps de 2 personnes d'âge mûr et de 2 bébés. 7h06, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. La suite tout juste après ceci. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Le parti Réumi récuse Abdoulaye Daouda Diallo. C'est à propos de l'organisation des élections à venir. Pour Réumi, il faut une personnalité pour la prochaine neutre pour la prochaine présidentielle. Le parti demande par ailleurs au chef de l'État de respecter sa promesse de tenir le scrutin présidentiel en 2017. À défaut, il y sera contraint. C'est ce qu'indique le secrétaire général national chargé des élections au parti Réumi. Il était donc hier à Rufisque. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Le marathon budgétaire continue à l'Assemblée nationale. Les députés examinent ce matin le budget du ministère de l'Agriculture. Ils vont se pencher ensuite dans l'après-midi sur le budget du ministère de la fonction publique. Ce 9 décembre marque le 3e anniversaire de la disparition de Serigne Mansour Sy. Borom Daradi, l'ancien khalife général des Tidianes, a dirigé cette confrérie pendant 15 ans. Serigne Mansour Sy avait succédé au khalifa à Serigne Abdoulaziz Sy Dabar en 1997. 7h07, la suite de ce journal dans un instant. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus du jour est consacré à l'analphabétisme de certains députés de la place Soweto. Ils sont au nombre de 150, mais certains d'entre eux ne savent ni lire ni écrire alors qu'ils sont appelés à voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Qu'en pensent les citoyens? Leur réponse dans ce reportage de Barthélémy Gob. Assemblée nationale, 150 députés. La plupart ne comprennent pas français. Problème. Surtout que les textes qu'ils reçoivent sont écrits en français. Il est donc clair que pour qu'il y ait débat, il faut que tous les 150 députés puissent comprendre à la fois ce qui se dit et ce qui est écrit. Nombreux sont ceux qui pensent que les députés analphabètes, entre guillemets, ne comprennent pas les budgets des ministères qu'ils sont en train de voter. Ah non, on ne peut pas jouer pleinement son rôle quand on ne sait pas lire ce qui est écrit. Ils votent des lois qu'ils ne maîtrisent pas. Et tu votes cette loi. Un autre interlocuteur dit le contraire, que le député parle français ou pas, ce n'est pas important. C'est pas les gens depuis ici au Sénégal, c'est des illettrés. C'est gérer le budget. Je veux dire que culture générale. Les avis sont donc différents sur ce sujet. Mais sur un autre sujet, l'absentéisme des députés, nos interlocuteurs sont unanimes. Tous condamnent cette attitude des élus. Notez que le premier rôle du député est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Mais au regard de notre Assemblée nationale, une question s'impose. Analphabètes, est-ce qu'ils pourront remplir cette mission? Barthélémy Gob, après les citoyens, la parole aux principaux concernés, les députés. Ils estiment que l'analphabétisme n'est pas un frein à l'exercice de leur mission parlementaire, surtout qu'il y a un système de traduction à l'hémicycle. Quelques réactions de députés au micro d'Abdourahmane Diallo.
Lorsque je reçois le document, je demande à un collègue de m'expliquer le contenu. En plus, j'amène souvent des documents à la maison et mes enfants lisent et traduisent pour moi. Pour les députés qui n'ont jamais fait les bancs, heureusement qu'avec la transcription avec les autres langues, ils ont la chance puisqu'ils écoutent. Ceux qui font la tradition, ils écoutent, ils comprennent ce qu'on dit dans les rapports. Donc je pense qu'actuellement, je peux dire que le problème est résolu. Avant de prendre la parole, je fais tout pour connaître le sens des débats, mais aussi avoir une idée sur le secteur présent. Si je n'ai rien à dire, je ne lève pas la main. Souvent, quand un ministère vient, il y a des députés qui sont curieux, qui n'ont pas fait les bancs, qui vous demandent. Par exemple, ils parlent de rapport, comment on lit un rapport, comment on explique certaines choses, ils demandent. Il y a d'autres qui ne s'occupent même pas de ça. L'économiste Meissa Babou soutient que la non-maîtrise du français par certains députés peut être lourde de conséquences, surtout sur la qualité du budget où tous les mots et chiffres signifient quelque chose. Meissa Babou au téléphone avec Barthélémy Ngom. Nous sommes dans un système politique qui a fait le choix d'une langue officielle qui est le français. Alors ce choix, il fallait l'assumer. Je crois qu'en imposant le français comme langue nationale, même si aujourd'hui il est autorisé à l'Assemblée de parler d'autres langues, tous les documents ne sont pas traduits dans ces autres langues-là. Encore que même si c'était traduit, il n'est pas certain que ces gens-là puissent lire. Donc, moi je crois que nous avons ici un cas avéré de députés, effectivement, en mal de compétences par rapport en tout cas à la compréhension des textes. Pour moi, c'est une erreur à corriger. Est-ce que cela ne peut pas avoir des conséquences d'abord sur le budget? Sur le budget, mais là ce sera en termes de qualité. C'est-à-dire que le budget oriente l'action du gouvernement. Le budget a un contenu stratégique. Chaque mot compte, chaque franc dépensé dans une rubrique compte. Il faut que le député soit assez outillé pour lire, comprendre le concept, le mot et discuter de la chose. Mais si ce député ne sait pas lire, effectivement, ça peut avoir une conséquence sur la qualité. Moi, je crois que pour tout dire, le député doit être outillé. Et pour cela, il faut d'abord, le premier outil, c'est le langage. Comprendre la langue de base. Et c'est pourquoi, en espérant qu'on va corriger, il serait bon en tout cas d'essayer de mettre en place un système d'assistance. 7h12, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Malal Junior Gagne. Bonjour Ismaël Kamara. CAN U23 de football, les Sénégalais jouent en demi-finale cet après-midi à Dakar contre le Nigeria. Et ce sera donc pour la première demi-finale de cette deuxième édition de la Coupe d'Afrique des U23. Les Lions du Sénégal, après avoir réussi un parcours parfait lors de la manche de poule, vont devoir donc sortir le grand jeu pour se hisser en finale. Mais pour leur entraîneur adjoint, Badara Sarr, c'est largement à la portée des joueurs du Sénégal, mais il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin. Les entraîneurs du Sénégal étaient face à la presse hier. Badara Sarr s'est prononcé au micro de Solekan. Le Nigeria, c'est une très grande équipe même. On les a rencontrés récemment au Congo. Là, c'est un autre contexte, c'est un autre tournoi, un autre match. Donc, je pense qu'il faut respecter le Nigeria, mais ne pas vraiment se focaliser sur l'histoire de ce pays-là. C'est un match, ça va se jouer pendant 90 minutes, voire 120 minutes. Je pense que ce que nous avons montré depuis le début du tournoi augure vraiment d'un bon match entre nous et le Nigeria. Donc, un bon match à partir de 15h à suivre en direct sur la radio Futur Média. Du côté des Super Eagles également, on est confiant et l'on veut jouer sans prendre en compte l'appui du public du côté sénégalais. Leur entraîneur Samson Siasia. Ce sera un match difficile. Les deux équipes vont devoir montrer leur jeu vu l'enjeu du match. C'est la dernière étape pour les JO. Nous avons tiré des enseignements sur les matchs passés, surtout les secondes périodes. Nous avons travaillé sur cela. Nous avons aussi des joueurs blessés, des absents pour notre capitaine qui ne sera pas aligné pour cumul de cartons. Il va beaucoup nous manquer, mais nous pensons avoir des joueurs capables de tenir pour ce match si important. Dans l'autre demi-finale, les Algériens qui vont croiser l'équipe de l'Afrique du Sud comptent bien tirer leur épingle de jeu. Leur entraîneur dit suffisamment avoir étudié l'adversaire du jour.
On s'est fixé sur une ligne de départ de faire match par match et on va maintenir aussi cette cadence, on va dire, par rapport à l'Afrique du Sud. Maintenant, l'Afrique du Sud vient sur des résultats qui sont positifs. Notre participation, elle est méritée de rentrer dans les demi-finales. Maintenant, comme chaque équipe actuellement, tout le monde veut aller le plus haut possible. C'est donc l'entraîneur algérien Pierre-André Chourman. Et du côté des Bafana Bafana, un seul mot d'ordre a été donné par Owen Dagana, l'entraîneur des Bafana Bafana. Jouer, être rigoureux et gagner pour aller en finale. Very good and quality players. We have a good understanding of the North African type of football. L'Algérie a beaucoup de technique, beaucoup de qualité. Ça sera difficile cette rencontre face aux Algériens. Nous connaissons leur façon de jouer, surtout côté tactique. Ils sont différents des Tunisiens, mais la force de l'adversaire représente 30% et les 70%, c'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. Nous savons que c'est une équipe très bien organisée qui défend très bien. Nous avons remarqué aussi que l'Afrique du Sud, tout comme l'Algérie, peuvent marquer en deuxième période, donc tout est possible pour ce match. Mais notre objectif, c'est de jouer un bon football et de se qualifier. Which is number one. Number two is to make this a respectable tournament so that we can play and go to the finals. Suite et fin de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions en Europe, Malal Junior gagne. Avec au programme aujourd'hui à 19h30 plutôt l'AS Roma contre Bate Borisov, Bayer Leverkusen qui joue contre l'FC Barcelone, Barcelone qui ira en Allemagne sans Neymar blessé hier à l'entraînement, Olympiakos Arsenal, Dynamo Zagreb joue contre Bayern de Munich, Maccabi Tel Aviv est à Dynamo Kiev, Chelsea de José Mourinho joue contre l'équipe de FC Porto, Valence reçoit Lyon déjà éliminé, la Gantoise joue contre l'équipe de Zénith Saint-Pétersbourg. Merci Malal Junior gagne. RFM, fréquence en modulation 94.0, la radio en puissance. 7h17, nous sommes mercredi, place au dossier économie. Il porte la signature de Mantouré. Parmi les institutions du Sénégal, la primature, son budget 2016, 41 milliards de plus que 2015. Il y a aussi la présidence, son enveloppe est d'un peu plus de 71 milliards, soit une hausse de 8 milliards, comparée à l'année dernière. Pour s'expliquer, l'État affirme qu'il veut créer une autonomisation budgétaire des institutions. Mais sachons d'abord le rôle de la présidence. Elle se charge de définir la politique de l'État. Quant à la primature, elle coordonne l'action gouvernementale sous instruction du chef de l'État. C'est en quelque sorte le capitaine d'équipe. Alors, a-t-on besoin d'autant d'argent pour définir une politique d'économie et la coordonner? Professeur Malik Sané. Cette fois-ci, effectivement, avec l'augmentation de 41 milliards de la primature pour quand même une institution chargée de superviser le ministère technique, bon, ça me paraît assez bizarre, dans un contexte effectivement de vérification des ressources, dans des secteurs comme l'enseignement, c'est la santé. Le professeur d'économie Ousmane Bey reprécise, au sein de ces départements, il y a des agences et autres structures, alors c'est pratiquement normal. D'abord, le budget 2016 a été augmenté largement. Dans ces institutions sont logés des projets du PSE ou bien des agences, la couverture médicale universelle, les bourses familiales et autres. Pour un gouvernement qui parle de rupture, de célérité, il est difficile d'insérer au sein de la présidence et de la primature des structures qui normalement devaient dépendre des ministères, car il y a pratiquement des services qui gèrent les routes, par exemple, si c'est le PUDC, les moulins ou les forages. C'est presque des doublons. Malik Sané, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Justement, cette tendance-là, à laquelle il faut mettre un frein, parce que les ministères sont là. À côté, on va créer des agences qui vont exercer les mêmes fonctions, de telle sorte que finalement, on se demande à quoi servent ces ministères techniques-là. Et l'idée, c'est que véritablement, les ministères soient remis, en tout cas, dans le plein pouvoir, et que, effectivement, ces agences-là puissent devenir des directions à l'intérieur. Professeur d'économie, Ousmane Bey. C'est une question d'option politique, parce qu'en réalité, c'est vrai que les ministères pouvaient se charger de piloter ces projets, mais certainement, comme que c'est le PSE, le chef de l'État tient à sa réussite. Peut-être qu'il voudrait avoir un œil, le déroulement, l'évolution de ces projets. Seulement, c'est vrai que les agences sont plus ou moins
du budgétivore. On l'a dénoncé à plusieurs reprises. Au moment où on parle de lutte contre la corruption, par exemple, le budget de l'OFNAC est à un peu plus de 1,4 milliard de francs CFA. Celui de la cellule nationale des traitements des informations financières est à 591 millions de francs CFA. Et même le représentant de l'ONUDC, Pierre Lapac, a remarqué dans un communiqué que les structures de lutte contre la corruption ont beaucoup plus besoin de financement. Or, la somme des budgets de lutte contre la corruption est égale à 3 milliards de francs CFA, soit 44 fois moins que ceux de la présidence et de la primature cumulés.